Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été, pas trop nuageux. Par chez nous, c'est un petit peu la loterie. Un peu de soleil, un peu de nuages, une once de pluie et ça tourne. Mais bon, on a un petit peu pris l'habitude depuis le temps, hein. Bref, aujourd'hui, je déroge un petit peu à la règle de une histoire parce que je vais vous en raconter deux. Deux histoires aux mécaniques bien différentes, mais qui sont toutes les deux incroyables, creepy en un sens et surtout mystérieuses et assurément réelles. Donc, si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant, en likant et en laissant un petit commentaire. C'est très important pour la pérennité de la chaîne et ça m'encourage à continuer de poster en sachant que mon contenu vous plaît. Maintenant, trêve de blabla, moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. En 1961, alors qu'il n'avait que 19 ans, Bill habitait dans sa petite ville natale à l'est du Kentucky. Un dimanche matin, alors qu'il conduisait sur une route de montagne sinueuse sous une légère pluie en direction de la maison rurale des parents de sa petite amie, en descendant une route escarpée taillée sur le flanc gauche d'une montagne, sa voiture a glissé dans un fossé contre la montagne, puis a traversé la route vers la gauche avant de tomber d'une falaise d'environ 30 mètres. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un lit de ruisseau sur ses roues. Bill, miraculeusement déjà, a réussi à sortir du véhicule, apparemment avec seulement des coupures au bras causées par des éclats de verre. Mais il a malheureusement vite réalisé qu'il se trouvait à environ 30 km de la ville, dans une zone peu fréquentée et en plus un dimanche matin, c'est-à-dire que le dimanche, la plupart des habitants étaient à l'église, donc il y avait encore moins de chances que quelqu'un passe par cette route. Donc, il a en quelque sorte compris avec effroi qu'il devrait escalader la falaise pour atteindre la route, faute de quoi, personne ne saurait qu'il était là. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des services d'urgence comme le 911, et encore moins de cellulaire. Alors, résilient, Bill s'est penché en avant et a saisi un petit arbre pour se hisser. Mais à cet instant, quelque chose de chaud et d'humide s'est mis à couler sur son visage. En portant une main à sa tête, il a senti son crâne. Il avait une large plaie qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Son cuir chevelu était complètement scalpé et pendait dans son dos. Vous imaginez? Avec les mains tremblantes et combattant la douleur, Bill a réussi, tant bien que mal, à remettre en place son cuir chevelu un peu comme il le pouvait, puis s'est remis à tenter de grimper la paroi de la falaise. Après tout, sa vie en dépendait à ce stade. Bill, très en douleur, était maintenant à sa 3e tentative ratée d'escalade. C'est à ce moment-là qu'il a levé les yeux. Et là, il a aperçu, à environ 70 mètres plus haut sur la montagne, une vieille maison adossée à la pente, avec un court chemin de terre la reliant à la route principale. Bien qu'il ait emprunté cette route de nombreuses fois, il n'avait jamais remarqué cette maison, car elle était bien cachée depuis la route principale. C'est-à-dire que si tu conduisais sur la route principale, tu la verrais sûrement pas. Près de cette maison, il y avait une vieille voiture qui était garée sur la route, et un homme était assis sur le bord du porche. Bill a croisé le regard de l'homme, et celui-ci s'est levé et est monté dans sa voiture. Il l'a reculé jusqu'à la route principale, juste au-dessus de l'endroit où Bill se trouvait. Là, l'homme a baissé la vitre du côté passager et a crié à Bill. « Si tu peux monter jusqu'ici, je peux t'emmener à l'hôpital en ville. » L'homme n'est jamais sorti de sa voiture. Bill a alors eu un regain d'espoir et de vigueur, si on veut. Alors, il a attrapé un autre arbuste et a commencé une énième montée difficile. Mais cette fois, il a réussi à atteindre le sommet et il est monté dans cette voiture du côté passager.
Je vous le rappelle, c'était en 1961. Et la voiture, elle, semblait dater d'une dizaine d'années. Donc d'environ 1951-1950. L'homme, lui, semblait avoir environ 30 ans. Il était mince, il portait un pantalon, une chemise et un chapeau fedora. L'hôpital le plus proche se trouvait à Paintsville au Kentucky. Et pendant le trajet, qui avait duré environ 25 minutes, cet homme n'a prononcé qu'une seule phrase. Il a dit à Bill, en tendant une veste légère qui traînait entre eux sur le siège, « Tu perds beaucoup de sang. J'ai vu des blessures comme ça pendant la guerre, et si tu n'arrêtes pas le saignement, tu vas mourir. S'il te plaît, prends mon manteau, appuie-le fermement contre ta tête. » Bill a bien sûr pris la veste pour l'appuyer sur sa tête comme l'homme lui a conseillé. Puis, une fois à l'entrée de la ville, l'homme a demandé à Bill dans quel hôpital il voulait aller. Comme la mère de Bill avait travaillé à la clinique du centre-ville, il a naturellement demandé à être emmené là-bas. Et 5 minutes plus tard, ils étaient devant l'hôpital. L'homme a alors dit à Bill, « Je ne peux pas sortir de la voiture, mais est-ce que tu penses pouvoir rentrer tout seul ?» Bill a alors répondu que oui. Il l'a remercié et a réussi tant bien que mal à atteindre l'entrée de l'hôpital. Il était certain d'avoir laissé la voiture pleine de sang et d'avoir ruiné la veste de son bienfaiteur. Heureusement, une fois à l'hôpital, il a rapidement été pris en charge et son cuir chevelu a été recousu avec 55 points de suture. Il a également reçu une transfusion sanguine car il avait perdu énormément de sang. Puis, après 3 jours d'hospitalisation, il est finalement rentré chez lui. Le père de Bill a réussi à faire remonter la voiture en haut de la falaise et elle était bonne pour la casse. Il n'y avait rien à récupérer dessus. Puis, voyant que son fils était remis, il lui a dit que, maintenant, ils devaient aller tous les deux voir cet homme pour le remercier et nettoyer sa voiture. C'était le minimum qu'il pouvait faire, quoi. Chose avec laquelle Bill était tout à fait d'accord. Père et fils se sont alors mis en route en direction de cette fameuse maison où vivait cet homme. Mais en arrivant sur le petit chemin menant à la maison où l'homme avait été assis, les choses sont devenues très étranges. Le petit chemin qui menait à la maison était couvert de mauvaises herbes. Elles étaient hautes d'au moins 1 mètre et il n'y avait aucune trace de passage de voiture. Or, je vous le rappelle, seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident, ce qui ne laissait pas le temps aux herbes de pousser à ce point. Et Bill se souvenait distinctement que l'homme était garé sur ce petit chemin-là. Bref, son père a garé la voiture au bord de ce chemin et avec Bill, ils ont traversé les hautes herbes jusqu'à la maison. C'était une petite maison en bois avec une chambre, une cuisine, un salon, ainsi qu'un porche à l'avant et à l'arrière et des toilettes extérieures. Mais il était évident que personne n'y avait vécu depuis très longtemps. Certaines fenêtres étaient cassées et il n'y avait aucun meuble à l'intérieur. Dans cette région, tout le monde connaissait tout le monde. Bill a donc demandé à la famille de sa petite amie s'il savait qui avait habité cette maison abandonnée. On lui a répondu qu'elle était vide depuis longtemps. Et il avait beau décrire son bienfaiteur et sa voiture, personne ne semblait le connaître ou au moins le reconnaître. 60 ans se sont écoulés depuis cet incident. Et Bill s'est souvent posé des questions sur cet incident. Pourquoi l'homme n'est-il jamais sorti de sa voiture? Pourquoi était-il précisément à cet endroit au moment où il en avait besoin? Il était peut-être juste de passage. Mais ça ne semble pas possible car il connaissait bien la ville puisqu'il savait qu'il y avait 2 hôpitaux et savait parfaitement comment s'y rendre. Bill a conclu au fait que cet homme devait être un vétéran de la Seconde Guerre mondiale vu ses propos sur la guerre. Mais il aurait aussi pu servir pendant la guerre de Corée. Une autre question. Comment se fait-il que sa voiture ait été garée sur un chemin qui, 3 jours plus tard, était totalement envahi par les herbes? Est-ce que c'est possible que Bill aurait tout imaginé à cause de son traumatisme crânien? Toutes ces questions qui ont traversé l'esprit de Bill ont fini à l'amener à 2 explications possibles. Soit cet homme avait été envoyé là pour lui sauver la vie, soit Bill avait juste une chance inouïe. Ce jour-là, il aurait facilement pu mourir d'hémorragie avant que quelqu'un ne puisse le trouver. S'il n'avait pas réussi à monter, il aurait probablement fini par descendre le ravin pour rejoindre la route en contrebas. Mais il aurait perdu encore plus de sang et n'aurait probablement pas survécu.
Pourtant, je vous le rappelle, quand il a aperçu cet homme au haut de la falaise, il a trouvé la force de grimper alors qu'il n'en était pas capable auparavant. Aujourd'hui, Bill nous raconte cette histoire alors qu'il a 79 ans. Et il nous dit qu'il l'a déjà racontée à plusieurs autres personnes et que certaines d'entre elles lui ont dit avoir vécu des expériences similaires et lui ont suggéré que cet inconnu était possiblement un ange envoyé pour le sauver. Voilà pour cette première histoire. Je la trouvais pas nécessairement creepy, genre le côté un petit peu creepy c'était plus l'accident de voiture qui est horrible, mais le côté paranormal m'a vraiment attiré, cette histoire que des fois, je sais pas si c'est des anges gardiens ou si c'est juste des personnes qui ont été mises sur notre route, mais des fois, alors qu'on en a le plus besoin dans notre vie, on trouve des personnes qui nous remontent, qui nous sortent de notre galère, qui nous sortent de nos problèmes. Et ça, c'est comme... Pour moi, c'est la providence. Que ce soit un ange ou une personne ou un esprit ou je sais pas. Pour moi, c'est juste la providence qui fait ça. C'est-à-dire que, en d'autres termes, notre bon karma qui nous rattrape. Mais pour Bill, là, pour l'histoire de Bill, vu tout ce qu'il a vécu après son incident, c'est-à-dire qu'il est revenu à la maison, il n'a pas trouvé l'homme, il a trouvé la maison dans un état complètement différent de ce qu'il a vu la première fois, je pencherai peut-être vers la possibilité que ce soit un ange ou peut-être une personne de passage, effectivement, et qu'il a imaginé que l'homme était sur le chemin alors que l'homme n'était pas vraiment sur le chemin. C'est peu probable, mais je mets toutes les hypothèses. Mais moi, j'aime bien l'hypothèse de l'ange gardien, honnêtement. J'ai lu beaucoup de témoignages à ce sujet et je suis prête à y croire. J'y crois déjà qu'on a des anges gardiens, et heureusement. Et donc, c'est ça. L'hypothèse rationnelle serait qu'il s'est imaginé que cet homme était sur le petit chemin alors que l'homme n'était pas sur le petit chemin. Et c'était effectivement une personne de passage, mais une personne de passage qui connaissait le coin. Genre, c'est pas la première fois qu'il y va. Ça, c'est possible. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un ange gardien? Est-ce que vous pensez que c'est une entité? Peut-être c'est l'esprit d'un vétéran de la guerre qui était là, qui habitait là il y a longtemps, puis son esprit il habite toujours là, je sais pas. Peut-être qu'il a fait un petit voyage dans le temps, dans la voiture de l'homme. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de témoignages sur les voyages temporaires, transdimensionnels, genre des expériences trop bizarres. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, des témoignages que j'ai trouvés, c'est très très intéressant. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis là, on passe à la deuxième histoire qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité, beaucoup plus tangible si on veut, mais qui n'est pas moins incroyable, qui n'est pas moins mystérieuse et qui n'est pas moins mystique en un sens. Donc, je laisse place à la deuxième histoire qui se déroule en Californie. L'histoire commence un après-midi d'août 2008. Kevin Lloyd, un détective spécialisé en homicide à Los Angeles, a pris une tasse de café et s'est installé à son bureau. Il était prêt à s'attaquer à une pile de documents qu'il avait trop longtemps repoussés. Ce dossier qu'il avait devant lui contenait des informations biographiques sur les membres de gangs arrêtés dans la région de Los Angeles. Chaque fois qu'un membre de gang était arrêté, même pour une infraction mineure, ces informations étaient ajoutées à cette base de données. Le détective Lloyd était en train de regarder des photos de tatouages de membres de gang pour trouver des pistes sur un crime sur lequel il enquêtait, lorsqu'une image lui a semblé étrangement familière. Sur cette page figurait le profil d'un membre du gang Rivera 13 nommé Anthony Garcia. C'était un homme de 25 ans qui a récemment été arrêté pour avoir conduit avec un permis suspendu. De nombreux autres détectives avaient vu ce dossier sans y prêter attention. Mais Lloyd, lui, a immédiatement remarqué un détail troublant sur la photo d'Anthony. Sur la poitrine d'Anthony, il y avait un tatouage impressionnant. À première vue, il représentait une scène étrange. Un magasin d'alcool, un hélicoptère militaire tirant au sol et un homme avec un corps en forme de cacahuète abattu par l'hélicoptère. Tous les autres officiers qui avaient vu ce tatouage n'y avaient vu qu'une image sans signification. Mais pas Lloyd. Alors, avant de tirer des conclusions trop hâtives, il a décidé de creuser un peu. Il a donc laissé ses papiers sur son bureau, mis de côté son café et s'est dirigé vers les archives des cold cases. Il est allé chercher un dossier particulier, celui d'un meurtre non élucidé datant du 23 juin 2004. À cette époque-là, il travaillait comme sergent au poste du shérif de Pico Rivera. Ce soir-là,
Le soir du 23 janvier 2004, John Juarez, un jeune homme de 23 ans, a été abattu devant un magasin d'alcool à Pico Rivera, appelé Mr. Ed's Liquors. Juarez était membre d'un gang, mais au moment du crime, il ne faisait rien d'illégal. Il était simplement appuyé contre un panneau de signalisation devant le magasin. 2 hommes s'étaient approchés de lui et lui avaient demandé d'où il venait. Cette question était souvent posée dans le milieu des gangs pour identifier l'appartenance d'une personne. Mais dans cette situation-là, avant que Juarez ne puisse répondre, l'un des 2 hommes avait sorti une arme et l'avait froidement abattu d'une balle dans la tête. Lloyd, qui avait assisté à l'enquête en 2004, a fait un lien entre cette affaire et le tatouage d'Anthony Garcia. Le magasin d'alcool tatoué sur la poitrine d'Anthony, c'était le Mr. Ed's Liquor. L'homme en forme de cacahuète, c'était John Juarez, car les cacahuètes en langage de gang représentaient les membres de gangs rivaux. Et l'hélicoptère qui tirait sur lui était une représentation d'Anthony lui-même, car son surnom dans son gang était Chopper, qui est un terme souvent utilisé aux USA pour désigner un hélicoptère. Donc, le tatouage qu'Anthony Garcia avait sur sa poitrine était littéralement un aveu de culpabilité. Chaque détail correspondait parfaitement à la scène du crime. La disposition du magasin, du parking avec ses lampadaires pliés, et même la maison de convalescence appelée Rivera à côté du magasin. Il y avait aussi les décorations de Noël sur le magasin, qui étaient identiques à celles du soir du crime. L'angle du corps de la victime était parfaitement reproduit dans ce tatouage, sachant que c'était une information qui n'a jamais été communiquée aux médias. Et comme si ce n'était pas suffisant, en dessous de l'image, on pouvait voir tatouer les mots « Le meurtre de Rivera ». Anthony Garcia s'était donc fait tatouer sur son propre corps la scène exacte du meurtre qu'il avait commis. Mais il ne faut pas oublier le sens d'observation aiguisé de Kevin Lloyd, grâce auquel rien de cela n'aurait été découvert. Et d'ailleurs, après ça, la police a monté un plan pour faire avouer Garcia. Garcia ayant été déjà arrêté pour conduite avec permis suspendu, un agent infiltré a été placé en cellule avec lui. Et après avoir gagné sa confiance, il l'a enregistré en train d'admettre son crime. Le procureur de district adjoint Brock Lansford a poursuivi l'affaire et a qualifié le tatouage de Garcia de « confession non verbale ». Lansford a dit que c'était probablement l'arrogance de Garcia qui a eu raison de lui et pas son manque d'intelligence. Garcia a été évidemment reconnu coupable du meurtre au 1er degré de Juarez et a été condamné à la prison à vie. Quant à l'homme qui l'accompagnait, c'était Robert Armijo. C'était aussi un membre du gang Rivera Trace. Et c'était Robert qui a conduit la voiture qui a permis la fuite de Garcia de la scène du crime. Robert a plaidé coupable du crime et a témoigné contre Garcia pour avoir un allègement de peine. Peut-être, je dirais qu'il a eu 20 ans de prison au lieu de la perpétuité. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Garcia a passé 4 ans à perfectionner ce tatouage. Puisqu'une photo de lui de 2005 lors d'une arrestation montre juste l'hélicoptère tirant des balles sur Monsieur Cacahuète. Alors que sur une autre photo prise en 2006, on y voyait en plus le magasin d'alcool. Et sa photo de 2008, qu'il a accablée, était une représentation complète de la scène. Donc, pour vous dire, des fois, votre karma vous rattrape. Et ici, en fait, ce que j'ai adoré, c'est pas seulement que son karma le rattrape, le mec s'est tatoué le crime sur son torse, et c'est son tatouage qui l'a accablé. Donc, il a vraiment été victime de son arrogance. Après, c'est bien fait pour sa gueule, hein. Gang ou pas gang, on est contre la violence, quelle qu'elle soit. Donc c'est ça, dites-moi ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire. Moi, je l'ai trouvée vraiment incroyable et mystique en un sens parce que je me dis, 4 ans après, et on découvre le tueur à cause d'un tatouage. Genre, il n'a pas avoué, il n'a rien dit, mais c'est son tatouage qui a tout dit. Mais bien sûr, on n'oublie pas l'importance de la perspicacité des détectives ici parce que Lloyd n'était pas le seul détective qui a vu cette photo. Il n'était pas le seul détective qui a regardé ses tatouages, mais c'était le seul détective qui a réussi à l'interpréter correctement. Ça montre un petit peu l'importance de la perspicacité et l'importance, d'une manière générale, de bien regarder, de bien voir ce qu'on a devant les yeux. Faut pas juste regarder, il faut vraiment observer, il faut vraiment voir, il faut vraiment faire une bonne interprétation. Donc voilà, j'ai trouvé que ces deux histoires, bien que courtes, valaient la peine d'être racontées. Je les ai trouvées vraiment fascinantes chacune à leur manière et j'espère qu'elles vous ont plu à vous aussi.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je sais, je me répète, mais j'aime bien en fait lire vos pensées, lire ce que vous en avez pensé. J'aime bien aussi lire vos commentaires où vous me dites juste un petit coucou. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, avant de partir, dites-moi c'est quoi votre pâtisserie préférée? Je ne suis pas trop sucre, mais j'aime bien les biscuits sablés aux noix. Je sais que c'est assez spécifique et d'ailleurs n'hésitez pas à être spécifique vous aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de bien profiter de vos vacances, de vos journées ensoleillées lorsqu'elles se présentent. Soyez bienveillants, ça c'est important. Vraiment, par les temps qui courent, soyez bienveillants, mettez l'humain en premier. Et surtout, restez safe. Allez, ciao!